Bonjour, bonjour à tous. Bienvenue dans ce webinaire dédié à la stratégie marketing multicanal. Je me présente, je m'appelle Christophe Tourneur, je suis responsable communication et développement de l'IRCE. Et donc je suis accompagné aujourd'hui de Katia Blanc. Bonjour Katia. Bonjour tout le monde, bonjour Christophe. Alors je vais vous dire juste un petit mot sur qui est l'IRCE et puis et pourquoi on vous propose aujourd'hui ce webinaire. Donc l'IRCE, c'est l'Institut régional des chefs d'entreprise. On est présent physiquement à Paris, Aix et Nice. Et on est aussi présent virtuellement puisque, vous l'imaginez bien dans la situation, dans le contexte actuel, on s'est beaucoup transformé depuis 2 ans et aujourd'hui on propose, des accompagnements aux dirigeants d'entreprise, ça on le fait depuis 30 ans, à travers des parcours collectifs structurants qui vont vous permettre de prendre du temps. Parce que souvent on se dit, la première chose qu'on se dit quand on est dirigeant d'entreprise, on se le dit 10 fois par jour: «J'ai pas le temps de me poser». Eh ben, on va vous permettre de prendre ce temps-là, de lever un peu la tête du guidon et de réfléchir à votre stratégie, de prendre de la hauteur pour réfléchir à votre stratégie d'entreprise, à travers à travers des parcours collectifs, thématiques, soit en fonction du stade de développement de l'entreprise, de la création jusqu'à la transmission d'entreprise, en passant par différents stades de développement, amorçage, pivot, retournement, soit sur une thématique d'un levier stratégique comme le développement international, la recherche de financement, la stratégie climat, voilà, et d'autres thèmes que l'on aborde tout au long de l'année. Et ça, donc je vous disais, dans la situation actuelle, on a dû s'adapter. Et on propose aujourd'hui des parcours qui mixent le présentiel ou le distanciel et qui peuvent à tout moment basculer aussi en tout distanciel si besoin. Et donc on a un réseau qui est animé tout au long de l'année avec des intervenants experts, soit à travers des ateliers physiques, soit à travers, comme on le fait aujourd'hui, des webinaires thématiques. Et donc aujourd'hui, on va aborder un sujet qui touche toutes les entreprises, la stratégie marketing. Et quand on parle de stratégie multicanal, on se dit c'est réservé aux grands groupes. Vous allez voir aujourd'hui avec Katia que c'est pas forcément uniquement réservé aux grands groupes. Donc je vais passer la main à Katia, juste pour vous préciser 2 petites choses techniques. Le webinaire est enregistré, donc vous pourrez le voir en replay. Vous pourrez le diffuser aussi autour de vous, pour le replay. Et vous pouvez poser vos questions dans le chat. Elles seront traitées à la fin par Katia et moi. Voilà. Katia, je te passe la main, puis je vous retrouve moi à la fin du webinaire. Merci beaucoup Christophe. Donc bienvenue à tout le monde. Donc moi je me présente très rapidement. Donc je suis dirigeante de ma propre entreprise et je suis consultante, coach et formatrice. J'interviens essentiellement auprès de TPE, PME, mais aussi de grands groupes pour les dirigeants et les managers, soit pour l'entreprise, soit pour les personnes. J'ai 25 années d'expérience en management général, en ressources humaines, marketing et communication, et en management d'équipe. Voilà, et je suis très engagée sur mon territoire, sur des problématiques économiques et sociétales, à la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille-Provence, où je suis membre associée. Et je suis aussi membre du conseil d'administration de l'IRCE. J'ai moi-même suivi un parcours à l'IRCE de transmission et reprise d'entreprise. Voilà, et je suis spécialiste des problématiques d'égalité professionnelle. Alors, le thème d'aujourd'hui, c'est effectivement la stratégie multicanal, qui est finalement quelque chose qui peut être interprété, où on se dit ça ne me concerne pas, parce que quand on pense à stratégie multicanal, on pense à marketing digital, on pense à toutes les marques qui communiquent et qui ont des arsenaux de moyens, de gestion de data, etc. Or, si on revient aux fondamentaux, que ce soit en B2B ou en B2C, quand on est dirigeant de TPE-PME, on peut avoir une stratégie multicanal et selon ses moyens, selon son organisation, on peut mettre en place une stratégie qui va permettre d'aider au développement de l'entreprise pour optimiser sa croissance. On va évidemment commencer par quelques définitions. Si on revient aux fondamentaux, stratégie multicanal, ça veut dire tout simplement utiliser plusieurs canaux pour adresser ses clients et ses prospects. Donc c'est simplement ça, et si on prend un peu ce recul, ça permet de voir que finalement, ça concerne un tas de choses. On va rester pour démarrer sur des définitions, puisque vous entendez certainement ou vous lisez sur Internet beaucoup de choses qui concernent le cross-canal, l'omnicanal.
on s'y perd un peu. Donc, voilà de quoi remettre un peu d'ordre dans tout ça et d'y voir plus clair. Alors, multicanal, c'est le premier étage de la fusée. C'est-à-dire qu'on va fonctionner en silo et utiliser plusieurs canaux indépendants les uns des autres. Quand les clients qu'on adresse n'utilisent pas forcément les mêmes canaux. Ils peuvent les utiliser, mais pas forcément les mêmes canaux parce qu'on veut toucher de nouveaux segments. Exemple, je vais adresser par mail une certaine catégorie de personnes. Je sais que certaines de mes cibles vont être dans certains réseaux professionnels physiques, donc je vais aller les contacter par ce biais-là. Je vais participer à un salon professionnel parce que je sais que certains segments sont là également. Je vais sur les réseaux sociaux, sur tel réseau social parce que je vais trouver d'autres cibles. Donc voilà, des exemples. Donc ça, c'est du multicanal et c'est un fonctionnement qui est en silo. Le cross-canal, c'est le deuxième étage de la fusée. C'est-à-dire que là, on va créer des passerelles et donc on va intégrer des canaux qui vont être complémentaires. Alors, vous avez dans votre vie quotidienne des exemples où vous avez ce qui concerne le click and collect. Vous allez faire une commande sur Internet et vous allez aller chercher ce que vous avez acheté sur un point de vente, par exemple. Ça, c'est du cross-canal. C'est-à-dire que on va créer des passerelles entre des canaux qui vont être différents, mais c'est pas intégré. Donc, ça peut être aussi différents canaux où vous n'avez pas les mêmes types de prospects ou de clients, mais on commence à créer des passerelles. Ça, par exemple, le drive aussi, c'est du cross-canal. Et le troisième étage de la fusée, c'est ce qu'on appelle l'omnicanal, le Graal, le Saint Graal du marketing, où là, on va fusionner tous les canaux. Alors, on trouve beaucoup ça en B2C, un peu moins en B2B, ou alors on va trouver ça sur du B2B, comme par exemple, si on prend des exemples de marques, Schneider Electric fait du B2B et qui va tous ces canaux de communication, mais parce qu'on a, de la consommation un peu comme le B2C, avec de l'achat en ligne. Donc, ce n'est pas vraiment du B2B des services le plus classique. Et donc, l'omnicanal, on fusionne les canaux et les mêmes services et les mêmes offres sont proposés aux prospects, aux clients sur tous les canaux, quels que soient les canaux. Et là, on se retrouve avec, par exemple, des bornes interactives dans les boutiques, avec des murs digitaux. Vous allez acheter en magasin et vous avez la même chose sur les réseaux sociaux et sur tous les autres canaux. Donc là, on est vraiment sur de l'intégration, ce qui demande d'un point de vue technique, évidemment, des investissements. Et là, on est vraiment sur de la gestion de data qui est assez poussée. Donc, ça demande d'avoir ce qu'on appelle un CRM, donc une gestion de la relation client qui va être assez perfectionné, donc aussi à un autre niveau. Alors, si on veut résumer par un petit schéma, vous avez la source en bas à gauche, vous avez une représentation simple de ce que ça signifie. Et l'omnicanal, on est vraiment dans du customer centric, où le client est au centre, traqué et toutes les datas sont segmentées, analysées, mises en relation. Donc voilà, donc vous avez vraiment tous les étages là de la fusée sur comment vous pouvez adresser vos clients. Et vous allez vous positionner là-dedans en fonction de qui vous êtes et en fonction de votre activité. Alors, autre petite définition, parce que vous avez le marketing traditionnel, ou dans les approches classiques de marketing traditionnel, finalement, le prospect et le client. Vous allez de l'adressage, on va dire, en masse, où vous adressez, vous allez chercher le client. Et on entend parler de plus en plus d'inbound marketing. D'ailleurs, vous avez un aimant qui est sur cette petite illustration. Là, vous allez aimanter le client. Donc, en fait, c'est lui qui va venir à vous avec les technologies. Donc, par exemple, vous allez générer du trafic vers votre site web. Et puis, vous allez transformer les visiteurs en ce qu'on appelle des leads. C'est simplement des prospects, finalement. Et ça permet effectivement de baisser le coût d'acquisition puisque c'est toutes vos actions qui vont attirer les gens et qui vont se transformer tout seuls, entre guillemets, en lead. Et puis, vous allez augmenter le taux de conversion de ces prospects en clients. Pour ça, vous allez utiliser différentes méthodes et outils.
donc travailler sur le référencement, beaucoup travailler sur les contenus avec des blogs, ce qu'on appelle des livres blancs, qui sont de plus en plus développés, où vous allez donner des informations et former les gens à travers quelques informations dans ce qu'on appelle un livre blanc que les gens vont pouvoir télécharger. Vous avez aussi les webinaires, comme celui-ci. Vous entendez souvent parler de tracking et de landing page. Donc là, c'est aussi des systèmes pour que quand les gens vont visiter votre site ou voient une publicité ou vont sur les réseaux sociaux, ils vont atterrir sur une page qui est une page d'atterrissage, une landing page, et saisir leurs informations pour que vous récupériez l'identité et les coordonnées de ces personnes qui viennent du coup augmenter votre base de données de prospects potentiels. Vous avez aussi ce qu'on appelle les buyers persona. Donc ça, avant, quand on faisait du marketing, on segmentait les cibles selon des catégories larges. Aujourd'hui, on fait des buyers persona qui sont des profils singuliers et très précis d'acheteurs potentiels. Et là, votre marketing va être adapté à chaque buyer persona. Voilà. Donc, et le marketing automation, pour finir, qui est effectivement cette façon de faire du marketing qui est pour aimanter les gens et avec des systèmes où on n'est plus limité à du marketing direct où on envoie de l'information aux gens, mais où tout va être segmenté, redirigé vers vos bonnes cibles, adapté vraiment à des profils de consommateurs et de comportements, et vous allez récupérer l'information. Donc là, on est vraiment sur le dernier étage de la fusée aussi dans le marketing digital. Voilà, donc ce qu'il faut retenir, c'est que l'inbound marketing, c'est le fait d'attirer et d'aimanter les gens plutôt que de les adresser en masse. Ça ne veut pas dire que c'est la seule chose qu'il faut faire aujourd'hui. Ça veut dire que c'est l'avenir du marketing digital, mais c'est complémentaire des autres méthodes traditionnelles qui peuvent fonctionner bien selon vos activités. Alors, si on s'intéresse au B2B, qui est moins familier de l'inbound marketing, hein, c'est beaucoup plus sur du B2C, c'est-à-dire de la consommation grand public. Le B2B, donc les services aux entreprises, il y a quand même 80% des acheteurs qui se renseignent et cherchent sur Internet avant d'acheter. Donc, en fait, quand vos clients vous achètent, ils vous connaissent déjà. Et donc aussi, quand vous allez leur vendre quelque chose, ça serait l'objet d'un autre webinar. C'est pas forcément leur vendre tout de suite vos produits et services, mais s'intéresser à leurs besoins, à qui ils sont, parce qu'en fait, ils vous connaissent déjà grâce à toutes les actions multicanales que vous allez mettre en place. Alors, la stratégie multicanale, finalement, on va en revenir aux fondamentaux. On commence pas par la fin, hein. Souvent, les gens, ils veulent communiquer pour développer leur activité en disant: «Je ressens le besoin de communiquer. Je ressens le besoin d'aller, sur les réseaux sociaux, d'utiliser, le marketing automation». Mais bon, avant de faire ça, il faut quand même partir de la base et de clarifier sa stratégie commerciale en lien avec la stratégie marketing. Donc revenir aux fondamentaux de qui sont mes clients, où ils se trouvent et comment ils achètent. Parce que si tout le monde dit il faut faire du marketing automation, mais que vos clients finalement euh, c'est pas là où vous allez les capter le mieux selon votre activité, c'est pas la peine d'investir euh, dans des systèmes technologiques ou dans des ressources humaines ou dans des outils pour faire des choses qui ne vont pas être adaptées à votre typologie de clientèle. Donc ensuite, c'est bien d'identifier et digitaux, parce que les canaux, il ne faut pas les oublier, ils font partie de la stratégie multicanale. Donc les canaux par lesquels vous pouvez vendre votre produit ou votre service en fonction de vos spécificités. Et bien sûr, c'est très important de vous intéresser à votre culture. La culture de votre entreprise, alors évidemment, elle est là pour évoluer. On est bien sûr sensible au fait qu'il faille innover pour se développer, mais la culture de votre entreprise, c'est important parce que soit vous vous dites il faut faire de la disruption et par rapport à la culture de mon secteur d'activité, moi je vais faire différemment et me singulariser. Mais vous avez aussi une culture interne de façon de faire. Et donc, c'est important d'en tenir compte pour adapter aussi les moyens que vous allez mettre en place pour vous développer, qui vous ont apporté jusque-là euh, bah, toutes vos réussites aussi. Donc, il faut aussi tenir compte de ça, savoir est-ce que je vais être dans la disruption
pour me différencier, ou est-ce que je vais suivre la culture de mon secteur d'activité et de mon entreprise? Et puis, le plus important, c'est de regarder quelles sont vos ressources et vos contraintes. Parce que décréter que vous allez mettre en place une stratégie multicanale et choisir différents canaux, mais si vous n'avez pas ni les moyens financiers, ni les ressources humaines en interne, c'est pas la peine de le faire parce que vous allez mal le faire ou vous allez le faire sur une période courte et ensuite abandonner, ce qui va finalement être contre-productif. Donc, si vous vous lancez dans une stratégie multicanale, mieux vaut faire peu et bien et tester différents canaux pour voir ce qui fonctionne ou pas avec votre activité et votre organisation. Alors, l'intérêt d'utiliser plusieurs canaux, c'est effectivement que ça permet d'être très présent et d'être présent de façon constante et d'asseoir votre identité avec force et cohérence. Cohérence, si tant est que vous ayez une stratégie multicanale qui soit bien travaillée et que vous n'improvisiez pas trop quand même. L'idée, c'est aussi de marquer les esprits et de ne pas être dépendant d'un seul canal qui, s'il évolue ou si vous le maîtrisez plus du jour au lendemain parce qu'un de vos collaborateurs qui s'occupait de ça s'en va, là, du coup, vous aurez plus une présence constante et ça va déstabiliser votre communication et votre présence et votre réussite commerciale. Donc, comme je vous le disais, la stratégie qui marche est celle aussi qui vous ressemble. Donc, les injonctions permanentes et les offres que vous pouvez recevoir, c'est hyper intéressant de regarder, de benchmarker, de voir quelles sont les tendances, de voir comment évolue effectivement le marketing et tout ce qui est lié à l'acquisition et à client. Ceci étant, de respecter sa culture et qui on est, surtout quand on est une toute petite entreprise. Là, je m'adresse effectivement aux dirigeants d'entreprises de moins de 10 salariés, par exemple, et parfois de moins de 50 salariés, qui ne sont pas toujours équipés avec les bonnes ressources pour mettre en place des actions qui vont être pérennes et de qualité. Donc c'est important de vous dire: «Beh, moi, comment je me situe? Est-ce que je suis un indépendant? Est-ce que je suis une TPE? Est-ce que je suis une structure suffisamment organisée?» Ensuite, évidemment, de réinterroger, où sont vos clients, et de vous dire: «Eh beh, est-ce que mes prospects, je peux tous les adresser? Est-ce qu'il faut que je priorise certaines cibles?» Parce que si vous avez des moyens qui sont limités, peut-être qu'il faut prioriser aussi vos actions, marketing de la même façon que vous feriez sur votre stratégie commerciale, on va dire classique, où vous allez prioriser vos actions à des objectifs de ou de marge, et puis de tenir compte de votre personnalité, de votre organisation. Je vous donne un exemple et j'en reparlerai après. Euh, Vous entendez certainement aussi, par exemple, quand vous faites une stratégie de prise de parole sur les réseaux sociaux, il faut faire de la vidéo parce que c'est la tendance et que tout le monde fait de la vidéo et que aujourd'hui, c'est ce qui fonctionne, c'est ce qui génère de l'engagement, c'est ce qui permet d'être impactant. Alors, je suis complètement OK avec ça. Simplement, si vous n'êtes pas à l'aise sur de la vidéo, de vous prendre la parole sur des vidéos, ou si vous vous lancez sur 2 vidéos et qu'après vous arrêtez, c'est pas la peine. Donc si vous, votre truc et votre positionnement, c'est d'écrire, je dis n'importe quoi, c'est d'écrire et si vous le faites bien et si c'est ce qui est impactant, c'est ce qui vous ressemble et c'est pourquoi les gens vont vous connaître et vous reconnaître. Donc c'est important aussi de respecter votre personnalité. C'est super dangereux, c'est-à-dire qu'il y a un niveau de curseur à trouver, et j'en reparlerai, entre ce qu'il convient de faire pour suivre les tendances et ce qui fonctionne pour développer son activité, et en même temps ce que je suis en capacité de faire et ce qui me ressemble. Donc c'est vraiment dans la conduite du changement, c'est un niveau de curseur. Alors, si on s'intéresse effectivement aux différents canaux. Alors, je commence par les canaux physiques qu'il ne faut pas oublier ou négliger, même si en ce moment, avec les contraintes sanitaires et la pandémie, les canaux physiques sont délaissés et vous constatez leur importance puisque l'économie en souffre. Donc, ça prouve bien que c'est quand même très utile, les canaux physiques. Donc, évidemment, les points de vente, ça, c'est évident.
tout ce qui concerne les bureaux et qui est en train aussi de se développer, donc les événements, d'être organisés. Alors il y a la tendance qui s'est développée beaucoup avec, la pandémie. Le coworking, c'était, on a le stéréotype du coworker qui est le geek, jeune dans des activités, ou digitales, ou très, pas dans l'économie classique. En fait, avec la pandémie, le coworking s'est beaucoup développé pour des entreprises traditionnelles, qui délocalisent aussi leurs, collaborateurs dans des coworking. Ce qui fait que les populations de coworking sont en train d'évoluer, d'être très mélangées et ça permet de créer des espaces de réseau, physiques qui sont, très importants à exploiter aussi, puisqu'il y a pas mal de choses qui sont organisées et vous avez, la possibilité de croiser, des, entreprises de toute taille et de tout secteur d'activité dans les coworking de plus en plus. Donc ça fait partie des canaux physiques qu'il ne faut pas négliger. C'est quand même idiot de dépenser de l'argent et de l'énergie, pour investir dans, si vous ne parlez pas à vos voisins, qui peut-être sont vos futurs clients. Donc, c'est vraiment des choses qu'il faut, regarder, avant de se lancer dans d'autres canaux. Vous avez aussi bien sûr les salons, même si aujourd'hui c'est plus compliqué, mais vous avez les salons virtuels, du coup on n'est plus dans le physique, hein, le digital prend le relais. Les salons qui permettent vraiment d'informer les gens ou de fidéliser, donc c'est et de prendre des contacts. Les réseaux professionnels. Alors les réseaux professionnels, c'est très large et c'est très important. C'est évidemment les réseaux professionnels liés à votre typologie d'activité. C'est aussi tous les réseaux économiques sur votre territoire. Quel que soit le territoire où vous êtes, en France, vous avez des organisations patronales, des organisations professionnelles, et des tas de réseaux qui vous permettent de rencontrer vos clients et vos prospects. C'est une démarche qui n'est pas facile de faire parce que pas né avec, cette appétence, ça demande un petit peu de travail parce que la première fois qu'on va dans un réseau professionnel, ou si on connaît peu de gens, on va se dire: «Bah, j'ai dépensé du temps, pour être présent et en fait, ça ne sert à rien». Ça sert parce que c'est une démarche qui prend un peu de temps et qui vous permet de tisser votre toile, de vous informer, et de créer des contacts directs ou indirects, qui au fil du temps vont vous permettre d'asseoir votre notoriété, de vous faire connaître, donc c'est très intéressant. Donc il faut vraiment commencer aussi par regarder tous ces réseaux-là, soit vous devenez membre et vous adhérez selon des cotisations, soit vous avez des inscriptions gratuites à des tas d'événements et je vous invite vraiment à le faire dans le cadre d'une stratégie multicanale. C'est extrêmement complémentaire, et c'est très utile. Et vous avez bien sûr les événements professionnels. Le marketing téléphonique qui est le virtuel, on va dire physique, mais où on a un vrai lien avec la personne, qu'il ne faut pas négliger parce que, bah, ça continue d'avoir de fonctionner et d'avoir des résultats. Alors les canaux physiques permettent évidemment de faire de la visibilité de l'image, de l'influence, surtout quand on fait du réseau professionnel, benchmarker, faire de la veille, hein, de s'informer sur ce qui se passe sur son territoire, ça permet d'avoir des idées, de mieux cerner ses cibles aussi, d'avoir connaissance de tous les projets qui existent et selon votre activité, c'est bien. Donc de faire du réseau, d'avoir de la recommandation, parce que quand les personnes vous connaissent, ça permet aussi d'avoir de la recommandation, et ça, c'est quand même en termes d'acquisition de clients, c'est super important. Ça fait baisser les coûts d'acquisition, et c'est du long terme, mais c'est très important et puis ça vous permet de faire de la prospection directe, mais aussi indirecte. Donc si vous n'aimez pas faire, ça vous permet tout ça, la prospection indirecte. Ça marche pour toutes les activités B2C ou B2B. Alors évidemment, si vous êtes un commerçant ou si vous avez un site en ligne, vous n'avez pas les mêmes, enjeux et donc ces différents canaux physiques ne vont pas avoir les mêmes impacts. Néanmoins, même pour quelqu'un qui développe un site en ligne, faire du réseau professionnel sur son territoire, c'est super important, parce que ça permet de se faire connaître, d'avoir un ancrage territorial et d'utiliser comme caisse de résonance tout le réseau territorial et économique. Ça permet aussi de se faire connaître, pourquoi pas des investisseurs, quand on veut se développer. Donc
qu'on ait une activité B2C, digitale ou B2B, les canaux physiques sont très importants et très utiles. Après, il faut doser évidemment en fonction de son activité et de ses enjeux. Évidemment. Évidemment, sur ces canaux physiques, il y a aussi les outils qui sont associés et qui fonctionnent toujours, comme les flyers sur de la proximité. Et là, on est sur du marketing direct et qui peuvent concerner soit le B2B dans les salons, par exemple, et le B2C dans une zone géographique de chalandise. Les cartes de visite qui, évidemment, sont moins fréquentes parce qu'on a plutôt tendance à se donner les coordonnées directement via LinkedIn. Néanmoins, les cartes de visite, ça marche encore, surtout quand il y a des QR codes et des moyens de se connecter directement au site de l'entreprise. Et puis tout l'arsenal de goodies et de roll-up qui sont effectivement des outils qui fonctionnent toujours et qui sont très complémentaires. Si on regarde les canaux digitaux, donc vous avez effectivement tout ce qui est SMS qui fonctionne beaucoup sur le B2C, mais qui peut fonctionner aussi sur le B2B quand produit, par exemple, ou faire des offres ou informer les gens. Vous avez l'emailing. Alors là, l'emailing, il y a vraiment les 2 aspects. Vous avez l'emailing classique qui est plus je vais vers mes clients et prospects. Et si vous allez vers du marketing automation et de l'inbound marketing, comme je vous expliquais tout à l'heure, là, on va être sur de l'emailing qui va aimanter les gens et les faire venir à vous. Vous avez aussi votre site web et tout ce qui concerne son référencement. Je vous donnerai un exemple ensuite. Les avis clients, les enquêtes de satisfaction qui vous permettent aussi d'avoir des informations importantes sur vos clients et de communiquer auprès de vos prospects sur la satisfaction de vos clients. Les publicités ciblées, donc que ce soit sur les réseaux sociaux ou via Google, par exemple. Les blogs et tout ce qui est contenu d'actualité qui vont vous permettre de faire du référencement et d'apparaître un peu partout sur les réseaux sociaux et les événements virtuels qui se développent énormément, notamment avec le Covid qui a permis de créer de l'innovation par rapport à tous ces salons virtuels ou conférences virtuelles. Alors, vous avez les mêmes avantages sur les canaux physiques et digitaux, c'est-à-dire que ça permet de faire de la visibilité, de l'image et de l'influence, de s'informer, de faire de la veille, du benchmark, de faire du réseau, de la recommandation et de la prospection directe et indirecte. La recommandation, c'est simple, quand vous êtes, si on parle d'avis client, c'est de la recommandation d'une certaine façon. Les réseaux sociaux, quand on fait ce qu'on appelle du social selling, ça permet aussi d'avoir des recommandations, soit directement parce que les gens vont faire des commentaires sur vous, soit de la recommandation indirecte parce que les gens vont vous supporter au sens anglo-saxon du et les réseaux sociaux en social selling, en fait, c'est vraiment grâce à ce qu'on appelle les liens faibles, c'est-à-dire qui ne sont pas vos clients finaux forcément, mais qui sont des gens qui vont vous supporter et vous parrainer virtuellement parce qu'ils vont liker, commenter et faire votre propre promotion de façon indirecte. Donc, c'est une typologie de recommandation. Et vous avez aussi, via le net, via les réseaux sociaux, des gens qui vont dire je vous recommande telle personne. Voilà, vous avez aussi tout ce qui est bon plan ou par exemple, je cherche tel ou tel service. Est-ce que vous avez des gens à me recommander? Là, on est plus dans de la recommandation directe. Alors, si je donne par exemple, si on parle des sites web, tout le monde n'a pas de site web, surtout quand, alors évidemment sur des plus grosses entreprises, PME et sur des activités B2B, c'est quand même de voir des entreprises qui n'ont pas de site web. Après, sur de la TPE, tout le monde n'a pas de site web, à plus forte raison quand il s'agit de B2B. Et il y a parfois effectivement ce souci de ne pas avoir de site parce que ça ne vaut pas forcément la peine de le faire. Vous avez la possibilité néanmoins d'avoir un mini site web qui va être sur Google My Business et qui vous permet d'être référencé, d'être présent et d'apparaître. Vous avez une fiche que vous pouvez personnaliser et qui vous permet d'exister dans les recherches Google. Et en plus, selon votre activité, vous pouvez demander à vos clients de mettre des avis. Donc, c'est intéressant, ça crée du référencement. Et après, dans une stratégie multicanale,
Si vous êtes présent sur YouTube, sur les réseaux sociaux, sur le site web, plus des réseaux physiques, ben, ça vous permet d'avoir une cohérence de présence et d'être quand même assez visible. Donc, sans investir dans un site web, vous pouvez à minima vous localiser et être visible sur Google My Business. Vous avez des outils aussi qui existent. Certains sont gratuits et qui vous permettent d'avoir une. Donc, si vous avez une activité, sinon, par exemple en B2C, sur une zone géographique, vous avez besoin d'être mieux référencé, vous avez des outils. Alors, par exemple, il y a Local Ranker et il y en a d'autres hein, qui vous permettent de vous aider à optimiser votre référencement. Et c'est pas trop compliqué à utiliser. Donc, vous pouvez très bien investiguer ces pistes-là. Après, vous avez tout ce qui est contenu avec les blogs ou une rubrique actualité que vous allez mettre sur votre site internet ou même écrire des articles ou sur les réseaux sociaux, ce qui peut être considéré plus ou moins comme un blog. Ça, c'est important. Pourquoi? Parce que si vous voulez être mieux référencé, c'est intéressant d'utiliser des mots-clés. Et les mots-clés, c'est pas forcément ceux auxquels vous allez penser qui vont générer du trafic. Donc, ça peut être intéressant d'utiliser des outils qui vous permettent de tester sur vos secteurs d'activité. J'ai lu un exemple sur l'immobilier où des agences immobilières vont peut-être communiquer sur la pandémie et communiquer sur des actus liées au secteur immobilier dans la pandémie. C'est pas forcément les mots-clés qui vont être intéressants pour que les gens tombent sur vous. Donc peut-être qu'il faut regarder ce qui va fonctionner et de se dire ben, c'est quoi une bonne agence immobilière aujourd'hui. Voilà, donc c'est intéressant de se mettre à la place des gens qui vont chercher sur Internet, de penser à leur place. Et pour penser à leur place, c'est intéressant d'aller regarder quels sont les mots-clés qu'ils vont taper pour vous trouver. Si on regarde l'emailing, donc comme je vous ai dit, vous avez l'emailing de masse qui va être en one-to-many, qui va aller vers les gens, et vous allez aussi avoir, plus vous grimpez sur les étages de la fusée, du marketing automation, où là, vous allez utiliser des outils type Mailchimp ou Sendinblue, et il y en a d'autres, ça c'est les plus classiques, qui vont vous permettre soit de faire de l'emailing simple, et vous allez pouvoir charter des choses qui vont être plus professionnelles, soit d'aller jusqu'à du marketing automation, où vous allez pouvoir, avec une base de données hyper qualifiée et avec un certain nombre d'outils, récupérer des leads et des gens qui n'étaient pas dans votre base au départ, segmenter et adresser vraiment de façon ultra personnalisée vos prospects. Donc, selon votre niveau et selon vos ressources, bah, vous allez doser, mais vous pouvez très bien commencer modestement déjà par faire de l'emailing, sachant que on peut entendre parfois que l'emailing, ça ne marche plus et que ça date suffisamment pour ne plus l'utiliser. C'est faux, ça continue de fonctionner, hein, c'est comme la prospection téléphonique, ça continue de fonctionner plutôt assez bien. Après, ça dépend des secteurs, on va le voir. Ça suppose d'avoir une base de données et de respecter à minima les normes RGPD, donc sur la protection des données individuelles. Donc, je vous invite, avant de faire ce genre de choses, de vérifier à minima que la base de données que vous avez, vous avez le droit de l'avoir. Et aussi, quand vous faites vos emailing, de bien intégrer le fait que les gens peuvent se désabonner et que vous respectez toutes les normes. Les outils que vous utilisez, type Mailchimp ou Sendinblue, le prévoient. Donc, généralement, c'est assez facile à mettre en place. Voilà, d'ailleurs, sur vos sites internet, si vous faites des sites, mais vous le savez certainement déjà, je vous invite à faire très attention à ces normes RGPD et à rajouter les mentions et ce qui convient sur une de vos pages et selon votre activité, de faire vérifier ça avec des spécialistes. Alors, si je vous donne quelques chiffres pour appuyer le fait que l'emailing, ça fonctionne, 50% des professionnels du B2B déclarent avoir déjà réalisé un achat après réception d'un email publicitaire. Donc, c'est quand même pas négligeable. Et sur plutôt de la boutique, donc des points de vente, il y a 4 internautes sur 10 qui se rendent en boutique ou achètent en ligne suite
à la réception d'un email commercial. Voilà et puis, un tiers qui déclare s'être rendu en magasin suite à réception d'un email commercial. Donc là, si on reprend les exemples du départ, on est effectivement sur du cross canal. Je regarde, mon email et puis je vais, peut-être sur le site internet et puis finalement je décide d'aller voir le produit et de l'acheter, en magasin. Ça marche aussi dans l'autre sens, d'ailleurs. Donc si on regarde, sur l'emailing, effectivement, vous avez d'abord ce qu'on appelle le taux d'ouverture moyen, c'est-à-dire quand, la personne va cliquer sur l'emailing et regarder ce qu'il y a dedans. Donc le taux, il est en moyenne de 20. Ça vous donne une idée quand, vous avez un outil, que vous voulez regarder si votre emailing, il est performant ou pas. Selon les secteurs, ça change, mais on va dire qu'il est en moyenne de 20. Après, vous avez ce qu'on appelle le CTR, le click-through rate. C'est quand vous allez dans le mail et que vous avez des liens à l'intérieur du mail, que vous allez cliquer sur ces liens. Donc là, vous avez une démarche qui va être plus, en profondeur parce que généralement, quand on fait ces mailings-là, ils ne sont pas juste informatifs. On va inviter les gens, à aller sur le site web ou à cliquer sur un lien pour s'inscrire, à par exemple, à un webinar. Donc voilà, donc le click-through rate, c'est vraiment quand on clique sur ce qu'on appelle dans les jargons, alors ça fait beaucoup de jargon, hein, le call to action, c'est-à-dire j'invite les gens à cliquer sur un lien ou à faire une action ou à laisser leurs coordonnées, derrière. Donc là, vous avez les taux de clics, en B2B. C'est des moyennes, hein, c'est une étude, qui donne une moyenne, d'études. Donc c'est pas, ultra scientifique, mais de toute façon, les chiffres sont assez homogènes. Donc le taux moyen, c'est à environ 3. Et après, selon les secteurs d'activité, le taux qui est représentatif est indiqué. Donc il est le plus élevé sur, tout ce qui est médias événementiels, par exemple, ou dans la formation aussi et il va être plus faible, par exemple sur la finance, ou encore, dans l'industrie. Voilà, donc ça vous donne quand même quelques indicateurs, intéressants. Alors si je regarde, l'exemple des réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux, il y aurait beaucoup à dire et on va pas avoir le temps de tout aborder. Donc vous avez 2 choses sur les réseaux sociaux. Vous avez la page de votre le compte de votre entreprise, qu'on va dire la prise de parole corporate et vous avez les comptes des porte-paroles et des collaborateurs, c'est-à-dire chefs d'entreprise et collaborateurs. Ça, c'est le compte des personnes. Il ne faut pas mélanger les deux. C'est souvent difficile, surtout pour les TPE qui, là, sont un peu schizophrènes entre je suis ma boîte et je la porte et je la développe, et en même temps, je suis une personne et je suis le porte-parole. Il y a souvent une confusion. Donc, il y a vraiment la prise de parole corporate de la page entreprise qui est à minima une vitrine. Donc là, on n'a pas un objectif forcément d'avoir des centaines et des milliers de followers selon son activité, la taille de son entreprise. On a forcément plus d'engagement sur du grand public que sur du B2B. Donc l'enjeu, c'est pas forcément d'avoir énormément de followers selon son activité, la taille de sa boîte. C'est surtout d'avoir une vitrine, c'est-à-dire que si les gens vous cherchent et veulent aller sur votre page entreprise, elle existe. C'est un peu comme le site internet quand vous n'aviez pas de site internet il y a 10 ans. Voilà, donc et ça peut être beaucoup plus que ça selon votre activité, ou ça peut être vraiment un levier très important sur vos ventes, surtout en cross-canal et en omnicanal. Et ensuite, vous avez les comptes des personnes et des collaborateurs, où là, vous pouvez former les personnes à prendre la parole pour devenir les ambassadeurs de votre marque à travers la prise de parole sur les réseaux sociaux. Et là, vous avez plusieurs étages aussi dans votre comportement, dans ce que vous allez faire, selon ce qui vous ressemble ou pas. Vous pouvez y être, ne rien faire, observer, première étape. Vous pouvez être actif et vous faire connaître et reconnaître. Donc là, vous faites de l'information et vous communiquez. Vous pouvez aussi recommander des personnes et vous faire recommander. Et vous pouvez faire vraiment de la prospection. Donc, dans le social selling, il y a 2 aspects, hein. C'est le social selling, c'est le fait de se faire connaître et de vendre sur les réseaux sociaux. C'est vraiment soit aimanter les gens, soit aller vers eux, hein. C'est la même chose que sur le marketing digital global ou dans la vraie vie. Vous entrez en lien et vous pouvez aussi prospecter. Mais si vous n'êtes pas à l'aise sur le fait de contacter les gens en direct sur LinkedIn, par exemple,
vous pouvez aussi procéder différemment et communiquer, asseoir votre notoriété, votre image et faire en sorte que les gens aussi viennent à vous en complément de vos autres actions. Sur les réseaux sociaux, je voudrais juste ajouter qu'il n'y a pas que LinkedIn dans la vie. Là, vous avez les nombres, les statistiques qui datent de 2021 sur les utilisateurs. Donc, où sont vos clients en France, hein. Vous avez aussi à peu près la même pyramide inversée pour l'international, mais avec quelques différences. Et donc, qui est juste à côté. Et donc, vous voyez que les choses évoluent très vite. Et là, je ne vous ai pas mis l'illustration de 2020, mais TikTok, par exemple, qui était tout en bas ou n'était pas dans le graphique, l'est aujourd'hui avec 15 millions de personnes présentes. Donc, LinkedIn, c'est très bien, mais ce n'est pas suffisant. Aujourd'hui, les marques sont extrêmement, et alors les tendances 2022 sont très lourdes, que ce soit en B2C, en B2B, c'est Facebook, YouTube, Instagram et Twitter qui sont les plus prégnants, et avec une poussée de TikTok, où même si les marques ont encore un peu de mal à être présentes sur TikTok, elles ont l'intention en 2022 de s'y mettre très rapidement. Donc, c'est voir en termes d'opportunités où sont mes clients et de ne pas rester sur des croyances où on se dit ça c'est un réseau pro donc c'est LinkedIn et le reste c'est pour la vie privée ou c'est pour les jeunes, etc. Ce sont simplement des croyances et je vous invite vraiment à les réinterroger parce que sinon vous ratez forcément des opportunités et même en B2B, Facebook par exemple est vraiment un réseau où il est important d'être visible, de se faire connaître et de faire aussi des pubs sponsorisées, même si vous n'avez pas un engagement qui est très fort au départ, c'est important d'y être. Alors, petit clin d'œil pour vous dire qu'il n'y a pas que LinkedIn dans la vie, hein, donc il y a des gens extrêmement sérieux qui investissent d'autres réseaux par exemple, Proman, qui est un des leaders de l'intérim, a notamment fait des publicités et de la communication sur Tinder, tout simplement parce que c'est là où sont les clients potentiels aussi. Donc, il faut essayer de sortir de ces croyances et de se dire vraiment où sont mes clients pour aller les chercher. Alors, vous faites quoi? En fait, votre stratégie multicanal, pour terminer, ça va être un mix de physique et digital. Et c'est important de choisir ce qui va être pertinent par rapport à votre cible, à vos ressources humaines et pas seulement au budget, hein, parce qu'il faut qu'il y ait des gens qui s'en occupent. C'est comme pour les réseaux sociaux. Dire je vais être sur les réseaux sociaux et avoir personne pour s'en occuper, c'est quand même pas évident. Et généralement, ça finit par une communication qui est très aléatoire et qui n'est pas constante et donc qui n'est pas efficace et qui peut même être contre-productive. Donc, si vous êtes une boutique ou si vous êtes un commerçant, à minima, vous avez un site web et vous êtes sur le réseau local professionnel. À minima, vous êtes sur les réseaux sociaux et vous avez une page Google. Et selon vos moyens et selon vos contraintes, vous allez développer une boutique en ligne. Ça devient de plus en plus nécessaire et incontournable. Vous allez aussi pouvoir utiliser les SMS avec votre base de données clients. Vous allez être aussi sur les réseaux sociaux, mais peut-être de façon plus poussée, sur une démarche plus qui va être en cross-canal et lier vos publicités de réseaux sociaux ou vos communications de réseaux sociaux avec ce que vous faites sur votre site web et ce que vous proposez en magasin. Et puis, bien sûr, faire de l'emailing. Donc, petit à petit, vous allez pouvoir, vous commencez par un bout et vous allez pousser petit à petit votre stratégie en cross-canal. Quand on est un indépendant et qu'on est sur des services en B2B, le réseau physique, il est hyper important. Les réseaux sociaux sont hyper importants. Et après, selon votre temps, vous pouvez, et selon vos aptitudes aussi, hein, parce qu'on n'est pas tous des grands marketeurs quand on est un indépendant selon son activité, vous allez pouvoir dans de l'emailing, de façon un peu plus poussée. Et si vous êtes bon si ça vous plaît et si vous avez des ressources ou des personnes que vous pouvez engager, à ce moment-là, vous pouvez faire du marketing automation puisque ça marche bien sur du B2B. Et bien sûr, pour les entreprises B2B PME, même démarche, il y a le minimum syndical, on va dire. Et après, vous allez pousser la démarche selon vos moyens, si vous êtes sûr que vous allez pouvoir pérenniser cette démarche
et ne pas l'abandonner en cours de route en montant des usines à gaz. Voilà, donc pour terminer, il y a des choses qui deviennent incontournables, mais si ça vous ressemble pas, soit vous ne faites pas, soit vous déléguez. Donc, ou alors vous prévoyez les investissements pour l'année suivante. Mais je déconseille vraiment l'usine à gaz. Il y a plusieurs façons de développer son activité. Donc, il y a souvent un phénomène qui consiste à se comparer. Et ça, c'est super utile pour benchmarker. Mais l'obésité d'information, on regarde ce que font les autres avec les réseaux sociaux. Ça nous met, et là c'est la coach qui parle, souvent face à l'immensité de nos incompétences et de ce qu'on ne sait pas faire et de ce qu'on ne maîtrise pas. Et ça nous met en mésestime de soi, alors que c'est bien mieux de regarder ce qui se fait, de regarder ce qu'on sait faire, de capitaliser dessus et de faire dans l'ordre une stratégie et un plan d'action qu'on va dérouler avec un peu de rigueur et avec ce qui est adapté à ce qui nous ressemble, à ce qu'on sait faire et à nos moyens. Donc, je vous invite au pragmatisme et sortir de votre zone de confort, mais rester quand même dans quelque chose que vous allez maîtriser et justement de faire attention à ce que vous allez pouvoir effectivement pérenniser parce que c'est vraiment la cohérence, la congruence et la pérennité qui va faire que ça va fonctionner. Voilà, donc j'ai terminé. Bien sûr, je vous parce que je ne l'ai pas encore fait, une belle année pleine de succès et de plaisir. Donc voilà, donc c'est important de prendre du plaisir aux actions que vous allez mettre en place pour développer votre activité. Merci beaucoup, Katia. Comme je vous l'ai indiqué dans le chat, vous pouvez commencer à poser vos questions. Dès maintenant, on va les traiter. On a pas énormément de temps, mais peut-être 5 minutes. On va prendre 5 minutes pour répondre à quelques questions. Je vois qu'il y a une question qui est formulée sous forme de remarque, mais ça reste quand même une question de Karine. Ça doit dépendre de comment on veut communiquer sur sa pub. Par exemple, pour communiquer avec humour, TikTok, c'est top. Oui, c'est une question qui a été posée pendant que tu présentais les réseaux sociaux, Katia. Par exemple, pour communiquer avec humour, TikTok, c'est top, alors que Facebook, c'est plus convivial, plus familial. Effectivement, selon les réseaux sociaux, il n'y a pas tout à fait le même public. Facebook, c'est un réseau social qui est très, très rapide. Oui, Beaucoup de monde. Vas-y, je t'en prie, Katia. oui, en fait, on dit où sont vos clients et quel est leur profil. Effectivement, il y a à la fois où ils se trouvent. Donc, il y a des gens que vous ne trouverez pas sur TikTok parce qu'ils n'y sont pas encore. Mais il y a aussi les codes et les usages des réseaux sociaux. Donc, TikTok, généralement, les codes, c'est de faire des vidéos très courtes et qui peuvent être décalées. Mais ce n'est pas obligatoire qu'elles soient décalées non plus, hein. Le Pôle emploi est très présent, par exemple, sur TikTok. Les politiques de plus en plus. Évidemment, TikTok invite à être court et décalé. Facebook, on est un peu plus corporate, même si c'est convivial. Familial, ça relève plus des croyances parce que effectivement, on a ses amis et sa famille sur Facebook. Mais quand on est sur une cible corporate et en local et en termes de territoire, tout le réseau professionnel est sur Facebook. Ça permet aussi, quand on est une entreprise, hein, pas une personne, de communiquer de façon très corporate. Évidemment, quand on communique sur les réseaux sociaux, si on fait de la pub, ça marche pas très bien. Il faut faire un peu de storytelling et raconter une histoire et provoquer ce qu'on appelle de l'émotion. Donc voilà. Après, il y a les codes et les usages. Effectivement, que ce soit sur Facebook ou sur Instagram, on a les posts et les stories qui invitent à plus de légèreté aussi, avec des formats courts et plus décalés. Voilà. Il y a beaucoup de porosité entre les différents réseaux parce qu'ils se copient aussi les uns les autres. Donc, ce qui est vrai aujourd'hui n'est plus vrai dans 3 mois ou dans 6 mois. Il faut suivre les tendances et s'adapter aux codes et aux usages. On a une question de Katia M. Dans quel cas vaut-il mieux passer sur une approche omnicanal et quelle est la différence avec le multicanal? Alors, comme je l'ai dit, l'omnicanal, hein, c'est ça, hein, c'est l'omnicanal, Ouais. Christophe? Oui. Dans quel cas il faut passer à une approche L'omnicanal, on omnicanal? est vraiment. Ouais, alors, quand vous êtes en B2C, par exemple, que vous êtes suffisamment structuré et que vous avez suffisamment de moyens technologiques pour gérer vos datas, donc toutes les données de vos clients et de vos prospects, vous avez intérêt à passer en omnicanal. L'étape intermédiaire, c'est déjà le cross-canal. Donc, si vous êtes commerçant, par exemple, c'est des choses qui sont intéressantes. Et surtout, si vous êtes multi-site,
C'est-à-dire que si vous n'êtes pas situé que dans une zone géographique, mais que vous avez une présence qui va être nationale, où là, ça va se justifier. Si vous êtes simplement dans une zone géographique, le cross-canal, déjà, c'est bien. Mais après, c'est vrai que si vous êtes une marque qui devient nationale, voire internationale, l'omnicanal va devenir important parce que le client, il y a beaucoup de... Donc, entre les différentes marques, après d'avoir consacrer un investissement suffisant, c'est vraiment le Graal du marketing client en B2C à l'avenir. Voilà. Mais ça demande des investissements humains et technologiques importants. Alors, une question de Pascal. Quel est le budget moyen pour la communication Facebook Insta quand on démarre une plateforme e-commerce? C'est pas évident. Alors là, je ne peux pas vous répondre. Je ne sais pas du tout, ça dépend de vos clients, de votre activité, de votre zone de chalandise. Je dirais que faut pas tout miser sur la publicité. C'est comme pour les sites internet, hein, il y a le référencement naturel et le référencement sponsorisé. Sur les réseaux sociaux, c'est pareil. Le jour où vous arrêtez de faire de la pub, il se passe plus rien. Donc c'est quand même hyper important de commencer déjà par avoir des fondations fortes et d'aller chercher de façon originale une audience qui sera fidèle, qui sera efficace et qui vous recommande. La pub, c'est très bien, ça permet d'élargir ponctuellement sa communauté, d'adresser des gens, surtout quand on fait du marketing automation, qui vont bizarrement avoir ce besoin-là. Hein. Vous avez tous déjà parlé devant votre téléphone et puis d'un coup, vous avez des pubs sponsorisées qui arrivent, qui vous proposent bizarrement les services dont vous avez parlé avec votre ami quelques secondes ou quelques minutes avant. Mais en termes de budget, c'est vraiment très variable. Vous pouvez dépenser très peu d'argent et avoir beaucoup d'efficacité, mais après, c'est sur du long terme aussi. Donc, ça coûte pas très cher, hein, les pubs sur Internet, sur les réseaux sociaux. Ce qui est bien, Mais c'est je qu'on ne peut peux faire pas des vous tests. donner de budget. Peut-être Christophe? Ce qui est bien, c'est qu'on peut faire Oui, des tests et Facebook, Instagram, puisque c'est la même régie, ont des outils de prédiction, en fait. Donc, quand vous êtes en train de paramétrer votre campagne, ils vont vous dire pour tel budget, vous allez potentiellement toucher tant de personnes, et voire même quand vous avez commencé à faire des publicités, faire des tests, etc., et que vous avez mis les outils de suivi sur votre site, ils peuvent même vous dire combien ça va générer de chiffre d'affaires. Donc, le mieux, c'est de faire des tests sur des petits budgets au départ. Alors petit budget, c'est pas 10-20 € non plus, hein, c'est peut-être 100-200 € pour commencer, pour un test, et voir comment ça réagit. Et après, vous poussez le curseur petit à petit, et vous allez voir qu'il y a des effets de palier en fait. Et des fois, mettre 500 € va vous rapporter autant en ROI ou même simplement en nombre de clics ou nombre de vues que 400 €. Enfin, peut-être pas en nombre de vues, mais en nombre de réactions, en tout cas, de clics et de conversions, ça va être aussi efficace. Donc, après, vous savez que, à force de faire des tests, vous connaissez vos paliers. Et en fonction de ce que vous souhaitez investir, vous allez avoir tout de suite, en fait, avant même que la campagne se lance, les prédictions de résultats de campagne. Voilà, je crois que c'est tout. On avait une petite question peut-être assez rapide à laquelle on peut répondre. Quelqu'un nous demande la source. Ah, j'ai perdu la question. oui, j'ai vu la Ouais, question. Alors, je vais retourner. La source est indiquée en petit, donc je vais retourner parce que voilà. C'est voilà, voilà, la ouais, source est de juste cette en haut. infographie. C'est Agence Biz. Voilà. OK, super. Mais écoutez, merci à tous. Merci Katia pour cette présentation très claire et complète. Alors c'est vrai qu'en 45-50 minutes, on ne peut pas tout traiter. Merci Heu, beaucoup. voilà, Non, mais j'espère que ça vous a plu et puis, bah, on vous donne rendez-vous pour un prochain webinaire. Alors le prochain webinaire, c'est pour nous le 21 janvier, ça n'a rien à voir. C'est sur la marque, mais sur la protection, du point de vue juridique de la marque. Comment acquérir et bien protéger sa marque, pour en faire un atout, une valeur ajoutée pour votre entreprise. Donc je vous dis à bientôt. Merci à tous et puis, voilà, merci bon vent beaucoup. à tous. Belle journée et puis belle année à vous. Au Au revoir. revoir.